Pourquoi Toulouse est-elle une ville de briques? La réponse est simple, parce qu'il n'y a pas de carrière de pierre à proximité. Dans cette petite histoire de la brique de Toulouse, nous croiserons divers types de briques. La brique foraine en premier lieu, qui est la brique rouge historique, mais aussi la brique jaune du XIXe siècle. Nous rencontrerons également la brique du Nord, cette cousine aux mœurs bizarres. Mais voici d'abord la brique romaine, celle par laquelle tout a commencé. On rencontre la brique romaine dès le 1er siècle avant Jésus-Christ sur les coteaux de Vieille Toulouse. Les Romains déplacent Toulouse dans la plaine, directement sur les rives de la Garonne, et bâtissent la ville en briques. Aujourd'hui encore, il reste des vestiges de la muraille romaine, qui était célèbre jusqu'au XIIIe siècle, date de sa destruction par Simon de Montfort, pour être la seule muraille de Gaule en opus testaceum, c'est-à-dire en briques. Partout en Europe, la fin de l'Empire romain entraîne celle de la production de la brique. Après quelques siècles d'éclipse, celle-ci réapparaît à Toulouse au XIe siècle sur le chantier de l'église abbatiale Saint-Cernin. Cette brique médiévale, on lui donne aujourd'hui le nom de brique foraine. Mais d'où vient ce nom? Eh bien, son origine est incertaine, mais il vient probablement du latin foraneus, signifiant « qui vient d'ailleurs ». Alors pourquoi « qui vient d'ailleurs » Eh bien, à l'époque, les briques étaient souvent fabriquées sur les chantiers eux-mêmes, et les briques foraines, elles, venaient d'une briqueterie, ce en quoi elles venaient donc d'un autre lieu que le chantier. Le nom foraine indiquait donc des briques d'une meilleure qualité que la moyenne. Aujourd'hui, il est devenu plus générique et désigne des briques de ce format, issues de la région toulousaine et quelle que soit leur qualité. Les briques foraines sont de grandes briques. Leur longueur fait 42 cm, leur largeur 28 cm et leur hauteur 5 cm. Elles ont hérité de leur ancêtre romaine une particularité. La largeur fait les 2/3 de la longueur. Et c'est bien cela qui les différencie de la brique du Nord. La brique du Nord. Enfin, il n'y a qu'à Toulouse qu'on l'appelle comme ça. Ailleurs, on l'appelle juste une brique normale. Inventée en Lombardie au Xe siècle, elle gagne le reste de l'Europe au XIIe siècle. Un peu trop tard donc pour s'implanter à Toulouse qui a déjà renoué avec la brique romaine. Sa particularité est d'avoir une largeur égale à la moitié de la longueur, ce qui permet d'alterner le sens de pose. Cela permet des jeux d'appareils sophistiqués, comme des motifs géométriques avec des briques de diverses couleurs. De telles subtilités sont impossibles avec la brique foraine, son format ne s'y prête tout simplement pas. Cependant, on rencontre parfois des motifs géométriques avec la brique foraine, essentiellement sur les clochers de certaines églises, mais ils sont alors dus à des effets de relief ou à des variations dans le sens de pose des briques. N'ayant pas recours aux décors géométriques, les maçons toulousains utilisaient la brique taillée pour les décors architecturaux, ainsi qu'on le voit sur ce très beau portail du XVIIe siècle de la rue Tripierre. La brique taillée servait notamment à faire des décors de type moulure ou pilastre. La brique était taillée par les maçons une fois posée sur le mur, ainsi qu'en témoigne ce pilastre qui n'a jamais été terminé. Une autre particularité de la maçonnerie en brique foraine est qu'on bâtissait par assise horizontale. On ne se souciait pas d'aligner les joints verticaux comme avec la brique du Nord. Ici, on voit également qu'on a utilisé des briques cassées, ce qui était assez courant. Dès le Moyen Âge, les baies se détachent comme des motifs isolés sur le nu du mur. Au Moyen Âge et à la Renaissance, portes et fenêtres sont réalisées en pierre, un matériau coûteux mais qui peut se sculpter, contrairement à la brique qu'on ne peut que tailler. Historiquement, la brique est un matériau prisé à Toulouse. Après tout, c'est avec elle qu'on construit les hôtels particuliers et les monuments. La pierre, elle, doit être acheminée depuis le piémont pyrénéen par la Garonne, sur des barges ou des radeaux. Sa rareté et le coût de son transport en font un matériau de luxe sur le marché toulousain. Les propriétaires qui peuvent se payer des façades totalement en pierre, comme à l'hôtel de Bernuy ou à l'hôtel de Clary, font donc forte impression. Mais la brique et la pierre restent rares au Moyen Âge, elles sont l'apanage des riches. La plupart des maisons de Toulouse sont construites en bois et en torchis. Ce sont des matériaux qui flambent bien, et Toulouse connaît plusieurs incendies. Le plus terrible est celui de 1463 qui détruit les 2/3 de la ville. Après cet incendie, les capitouls prennent des arrêtés municipaux pour généraliser l'usage de la brique. Les fours à briques changent de forme et s'agrandissent.
On y empile des milliers de briques, et plus elles sont placées haut dans le four, moins elles sont cuites. Ainsi, et plus qu'au Moyen-Âge probablement, plusieurs qualités de briques vont cohabiter sur les façades toulousaines. Des historiens comme Bruno Tolon et Valérie Nègre ont décrit ce qu'était la culture de la brique à Toulouse, avant le blanchiment de la fin du XVIIIe siècle. Le plus prestigieux est la brique nue, mais elle doit être de qualité et elle est chère. Le plus souvent, les briques sont plus communes et doivent être protégées. Les protections les plus légères sont le badigeon, à refaire tous les 2 ans, ou la peinture, à refaire tous les 10 ans. Elles laissent la brique apparente, mais masquent les joints, qui peuvent alors être repeints par-dessus les protections. La protection la plus épaisse est l'enduit à la chaux, qui masque complètement les briques. Mais on lui donne l'aspect de la brique, à minima par la couleur, et parfois aussi en retraçant les joints, comme ici dans la cour de l'hôtel de Bruxelles. Ce travail de retraçage des joints s'appelle le briquetage. Le XVIIe siècle voit le règne du style brique et pierre, mais plus le temps passe, et plus la pierre se fait rare. La bonne brique aussi se fait plus rare, surtout sur les demeures communes. On voit ici qu'elle est réservée aux éléments de décor, pilastres, moulures, corniches, et aux encadrements de fenêtres. On l'a laissée apparente, alors que le remplissage du mur, lui, dont on voit qu'il est fait de matériaux de seconde qualité, de briques cassées, de galets, était certainement fait pour être enduit. Voilà, cette première partie se termine. J'aimerais souligner, en guise de conclusion, qu'il ne faut pas amalgamer briques apparentes et briques qui s'abîment. En effet, comme vous l'avez vu, nos anciens avaient maintes façons de protéger la brique fragile, tout en gardant aux façades l'esthétique de la maçonnerie de briques. Dans la deuxième partie, nous étudierons comment, à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle, la brique toulousaine a été soumise à des influences extérieures, les multiples formes qu'elles ont prises, mais aussi les problèmes et les interrogations qu'elles ont générés. À bientôt!